Comment tu réagirais si le gouvernement mettait toute ta famille en prison et les torturait sans vraie raison, juste parce que ta famille est musulmane? C'est ce qui se passe en Chine. Voici l'histoire de Dilnur, qui est ouïghour. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Dilnur Reyhan pour parler du génocide ouïghour. Bonjour Dilnur. Bonjour Pierre. Alors je crois que je suis encore en état de choc depuis que je prépare cette interview. Donc ça va pas être un épisode comme les autres parce que on parle de crimes contre l'humanité, de torture, de millions de personnes enfermées de force. Donc évidemment, c'est essentiel qu'un maximum de personnes soient au courant pour qu'on arrête ces horreurs. Donc accrochez-vous. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Tu es sociologue et tu enseignes la langue ouïghour. Et pour commencer, on va parler un peu de ton histoire. Donc, tu es née en région ouïghour. Donc, c'est un grand territoire dit autonome au nord-ouest de la Chine, où il y a principalement que des Ouïghours. Et peu à peu, l'État chinois a commencé il y a tout un historique, on va en reparler, mais à envahir ce territoire qui est un peu une colonie chinoise, et notamment à s'en prendre à ta famille. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec ta famille? Dans les années 50 et 60, au début de la colonisation chinoise, ils s'en ont pris notamment aux riches, aux notables religieux, aux intellectuels, mais aussi et surtout aux grands propriétaires. Donc ma famille a été pris dans cette vague-là, et qu'ils avaient, enfin mes grands-parents, qui sont accusés de grands propriétaires, donc grands animés du peuple, et qu'ils ont confisqué les terres et qu'ils ont confisqué les maisons. Ils ont expulsé ma famille de la maison pour les envoyer dans des montagnes pour vivre la vraie vie avec les nomades. C'était déjà il y a plus de 60 ans, quoi. C'est ça, exactement. C'était au début de la colonisation, ouais. Et en vrai, c'est parce que, du coup, ta famille est ouïghour. Tout à fait. Moi, je suis ouïghour, ma famille est ouïghour, et que je suis venue ici à 20 ans pour des études. Et par la suite, je suis naturalisée et je suis restée enseignée ici. Ok. Alors, on va vous expliquer après comment la situation a encore plus dégénéré, notamment depuis quelques années. Et avant de vous expliquer un peu le contexte un peu plus historique pour que vous compreniez, parce qu'il y a quand même toute une histoire de plusieurs siècles derrière. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment est-ce que quel type de discrimination tu as pu subir en grandissant, ou effectivement des gens dans ta famille qui ont pu être tués tout simplement? Ouais. Depuis 5 ans, il y a un génocide qui se passe, et que effectivement, il y a mon cousin et mon neveu qui ont été amenés en camp. Et par la suite, mon neveu a été condamné à 15 ans de prison pour ce seul fait d'avoir étudié à Istanbul. Mais il y a en fait autour de moi, dans la diaspora, parmi mes amis, parmi les connaissances, etc. Il y a il y a des Ouïghours dont les parents sont dans les camps, les parents sont morts dans les camps ou en prison pour simplement seul fait d'être Ouïghour. Et que tout à l'heure, en fait, dans ton introduction, tu as parlé en fait du seul fait d'être musulman. Non, en fait, être musulman, c'est un prétexte, puisqu'en fait, c'est être musulman, c'est bon à frapper partout dans le monde. C'est la bonne excuse pour camoufler tout crime. C'est pourquoi en fait être musulman, c'est simplement un excuse. Sinon, en fait, en Chine, il y a d'autres musulmans. En fait, la vraie raison, c'est d'être Ouïghour. Parce que les Ouïghours sont propriétaires, sont en fait, la principale population, mais aussi la population autochtone de ce pays que les Ouïghours appellent Turkestan oriental, et la Chine appelle Xinjiang, qui signifie nouveau territoire, nouvelle colonie en langue chinoise. Et du coup, toi, à cause de cette répression, maintenant, tu peux plus trop discuter avec ta famille, c'est ça? Moi, j'ai plus de contact depuis début 2019 avec ma famille, ouais. Et tu sais au moins s'ils sont en bonne santé ou...
En bonne santé, j'en sais rien, mais je sais au moins, en fait, comment dire, ce qui importe pour les Ouïghours depuis 5 ans, pour les Ouïghours vivant dans la diaspora, Ouais, c'est notamment, c'est en fait, comment dire, de savoir est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou l'extérieur. d'accord. L'intérieur ou l'extérieur, c'est une façon de parler Ouais. éphémère pour dire est-ce qu'ils sont amenés en camp ou pas. Et du coup, toi, tu sais si ta famille, elle Moi, est... ma famille, je sais ils sont bien à la maison. OK. Donc, et puis d'une certaine manière, probablement aussi ma visibilité depuis ces dernières années peut aussi en fait jouer en faveur pour la protection de ma famille également. D'accord. Donc ça, c'est ton histoire personnelle qui s'inscrit dans un drame collectif bien plus grand. Effectivement, en plus, depuis quelques années, il y a de plus en plus de témoignages et de preuves que la Chine emprisonne actuellement, on ne sait pas les chiffres exacts, mais peut-être toi, tu sais plus, entre 1, 2, peut-être 3 millions de Ouïghours dans environ 1300 camps. Et, et par exemple, il y a des lanceurs d'alerte qui ont prouvé l'existence de ces camps en trouvant sur Internet des permis de construire officiels du gouvernement où c'était vraiment clairement marqué dans le cahier des charges, OK, ben on veut que vous construisiez des caméras où il n'y a pas d'angle mort, des miradors, etc. Et grâce aux adresses des permis, ils ont réussi à trouver toutes ces images satellites des camps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ces camps dits de travail? Non, en fait, c'est pas des camps de travail, c'est à part, hein, c'est camps de concentration et puis il y a les camps de travail. C'est des OK. notions vraiment différentes. La Chine les présente comme camps de rééducation qui sont repris tels quels par de nombreux médias, voire même des chercheurs. Euh, il y a une différence. En Chine communiste, les camps de rééducation n'est pas une notion nouvelle et que ça s'est développé dès les années 60 avec pendant en fait 10 ans de comment dire révolution, grande révolution prolétarienne, grande révolution culturelle lancée par Mao Zedong. Qui a duré 10 ans, cette horreur qui a causé la mort de encore millions de personnes et on parle de plus de 40 millions de personnes mortes dans cette période-là. Et c'était des camps de rééducation. Qu'est-ce que c'est, camp de rééducation? Ça vise en fait la lavage de cerveau idéologique et politique dans ces camps et que la cible, ce sont toute la population chinoise et que sans, comment dire, distinction de race ni de l'ethnie. Maintenant, en fait, ce qui se passe depuis 5 ans, ce n'est pas des camps de rééducation, c'est des camps de concentration. Pourquoi? La différence, c'est qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, c'est pourquoi on parle de génocide également, c'est en fait, les camps ne ciblent que la population ouïghour et en extension les populations turcophones, turciques de Mmh. la population, les populations autochtones du pays. C'est-à-dire les Ouïghours, parce que les Ouïghours sont la population majoritaire de la région. Ensuite, les Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks, en moindre, et Tatars, quelques Tatars aussi. Donc, il n'y a pas de Chinois, il y a très peu de Chinois ou musulmans chinois. Ce sont comment dire, lorsqu'en fait, des rares Chinois et des musulmans chinois qui sont dans les camps, c'est parce que ils ont porté une attitude sympathique envers les Ouïghours, ou qui se sont un peu opposés à Ouais, l'arrestation de leurs voisins ou amis, ouais, etc. Donc, et que ces camps ciblent une population selon son appartenance ethnique et religieuse, exactement comme durant la Shoah. Donc c'est mmh, pourquoi, voilà, ce n'est pas camp de rééducation, parce que le but c'est éradiquer cette population. Le but ce n'est pas en fait comment dire, les Chinois ils croient pas eux-mêmes. Enfin c'est avec la torture qu'ils exercent dans ces camps que ces gens-là ils vont devenir bons Chinois. C'est absolument pas. Ils sont pas si bêtes. Ils croient pas. Mais le but mmh, c'est de détruire cette population. Après vous avez des camps de travail forcé dans l'esclavagisme et l'usine esclavagiste, qui sont
à la fois, certains sont dans les camps, certains sont en dehors de camps, mais l'immense majorité sont en dehors des camps et dans toutes les villes chinoises qui fabriquent ce qu'on utilise dans la vie quotidienne partout dans le monde. Il y a un documentaire d'Arte qui vient de sortir sur les drames ouïghours que je vous invite à aller regarder. Et effectivement, dans ces camps, on voit que ça peut être autant une ancienne prof de mandarin dans ces camps qui raconte qu'elle devait leur faire répéter 100 fois, 1000 fois par jour je suis chinois, je suis fier d'être chinois. Peut-être une ancienne détenue qui raconte qu'il leur faisait des piqûres à travers la porte blindée de leur cellule presque, toutes les semaines, non seulement pour les affaiblir et leur faire un peu oublier où ils sont, quelle est leur histoire, mais aussi pour les stériliser, effectivement, comme tu dis, pour qu'elles aient plus leurs règles pour réduire la population ouïghour, tout simplement. T'en as d'autres qui sont violées, d'autres qui refusent d'obéir, qui doivent rester 24 heures nus sous la neige sans manger, ou au contraire en plein cagnard. Enfin, ça fait vraiment froid dans le dos. Et je crois qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 10% des Ouïghours qui sont dans ces camps, donc c'est énorme. Et pour les 90% restants, donc effectivement, ils vivent dans un état policier où tout le monde est surveillé. Et donc, si j'ai bien compris, ouais, concrètement, non seulement t'as des caméras partout, mais ton téléphone est régulièrement contrôlé. Si tu vas aller faire des courses, t'as des checkpoints partout pour surveiller ton trajet et que tu fais pas quelque chose de louche. Et surtout, tu vis dans la peur permanente, comme ta famille, j'imagine, d'être envoyé dans un camp juste pour un oui ou pour un non. Bon, en vrai, c'est parce que t'es ouïghour, mais ils vont se servir de n'importe quel prétexte parce que t'es allé voyager en Turquie ou parce que tu portes un foulard ou juste parce que l'État l'a décidé, quoi. Et il y a des quartiers entiers qui sont vidés et tous les habitants sont déportés en camp. Enfin, pourquoi est-ce que comment est-ce que tu expliques que on a compris que l'objectif de la Chine c'était d'éradiquer le peuple ouïghour? Pourquoi, selon toi? En réalité, cet objectif n'a jamais changé. Ils avaient cet objectif d'occuper la région pour toujours. Sauf qu'en fait, ils ont utilisé des différentes méthodes durant 70 ans d'occupation et que les Ouïghours, c'est une population très ancienne. C'est un peuple, c'est le premier peuple sédentaire de l'Asie centrale. Parmi les turcophones et avec une culture, une civilisation ancienne et extrêmement forte. Et c'est pourquoi pendant 70 ans, ils n'ont pas réussi à siniser, c'est-à-dire rendre chinois les Ouïghours qui sont très fiers de leur culture. Et puis, surtout, en fait, on ne partage rien avec les Chinois, ni la langue, ni la culture, ni l'histoire, ni les coutumes, ni la religion. Et donc, l'hostilité est très forte, et d'autant que, mais aussi, il y a un remplacement de la population. Et pendant 70 ans, petit à petit, au départ, en 1949, il y avait des Chinois, 4% des Chinois dans la population et contre 80% aux Ouïghours. Et 50 ans plus tard, ce chiffre a été presque renversé, c'est-à-dire que les Chinois, ils étaient arrivés à plus de 40%, les Ouïghours avaient tombé à 45%. Et aussi, enfin, la discrimination raciale est une chose extrêmement banale et quotidienne, notamment pour l'accès au marché de travail, mais aussi, enfin, dans le travail aussi, le traitement, dans le salaire. Les Chinois, ils ont en fait le salaire beaucoup plus confortable que les Ouïghours pour le même poste, etc. Et que dans lequel les femmes sont les plus défavorisées, puisqu'en fait, déjà comme en France, en fait, les femmes, elles touchent moins que les hommes, et que lorsqu'en fait, on est une femme ouïghour, qu'on touche encore moins que les hommes chinois. Déjà qu'en fait, ils touchent moins que les hommes tout court. Et puis, et aussi, en fait, la restriction et l'interdiction des pratiques culturelles et religieuses pour les Ouïghours, qui a causé énormément de, mécontentement. Et il y a des clashs tout le temps, mais tous les 10 ans, il y a une grande manifestation qui est immédiatement écrasée dans le sang. Et donc, en fait,
En gros, ce que je veux dire, les Ouïghours n'ont jamais accepté la colonisation. Et ils ont toujours lutté contre ce qu'ils peuvent. Ensuite, finalement, en 2013-2014, il y a eu trois, qu'on a appelé les attentats, à la fois dans la région ouïghour, mais aussi en Chine, dans les villes chinoises, en tout trois, et qui ont été attribués par la Chine aux Ouïghours, sans aucune enquête, bien entendu. Et que on ne sait pas vraiment. Ah, on n'a aucune preuve que. Non, on n'a aucune preuve. On se base uniquement. Ce qui est hallucinant, c'est que le monde entier se base sur les dires de la Chine. Il n'y a aucune preuve tangible. D'ailleurs, en fait, les spécialistes de la région et notamment de la question de sécurité en Chine, même eux, ils le répètent, il n'y a aucune preuve. Et donc, mais sauf qu'en fait, comme on le sait, à chaque fois, les médias français ou autres, lorsqu'en fait ils parlent des camps et de situations génocidaires, ils oublient surtout pas de dire parce que il y a eu 3 attentats en Chine en 2013 et 2014. Donc, ce qui arrange bien la Chine pour justifier après sa répression encore plus forte. Absolument. C'est donc en fait ces faits-là à qui profite le crime. Donc en fait, il y a aussi. Et ensuite, les camps, ils ont réellement, les camps systématiques et le génocide a vraiment commencé fin 2016. Et puis, aussi, voilà, il y a, dans le traitement médiatique, y compris aussi parmi certains chercheurs, c'est 2 justifications de la situation génocidaire. C'est d'une part, en mettant tout le temps en avant les 3 attentats 2013-2014, pour lequel en fait on n'a aucune preuve, et puis et d'ailleurs en fait à l'extérieur personne n'a revendiqué. Oui, puis la répression date de bien avant, quoi. Bien avant. Et puis aussi il y a un contexte, surtout en fait c'est une situation coloniale, et que lorsqu'en fait ton pays est colonisé, t'es pas un mouton, tu réagis. Quand on te donne une claque, tu réagis. Après, en fait, une chose aussi que je rectifierais bien, dans les médias partout qu'ils appellent, minorités, les Ouïghours ne sont pas minorités. C'est pas parce que la France envoie l'Algérie que les Algériens deviennent minorités. Donc, c'est exactement la même chose. Les Ouïghours ne sont pas minorités. Appeler les Ouïghours de minorité, c'est tout simplement soutenir la thèse, tout simplement soutenir la colonisation. Donc, justifié, parce que, du coup, en fait, on parle plus du tout. D'ailleurs, en fait, on parle pas du tout de la question coloniale lorsqu'on parle de la question ouïghour. Ouais. Et comme si, en fait, depuis toujours, ça appartenait à la Chine et sauf qu'en fait, la colonisation s'est passée longtemps, en fait, depuis 1949. Ouais. Et avant cela, les Ouïghours, c'était, un pays indépendant. Même c'est pas reconnu par des États occidentaux, mais c'était un pays indépendant. C'est très important de ne pas dire, d'une part, les Ouïghours ne sont pas des minorités, ils sont propriétaires de leur propre terre, propre pays, et c'est une relation coloniale entre la Chine et les Ouïghours, et le pays ouïghour. Et ensuite, deuxièmement, le pays ne s'appelle pas Xinjiang. Xinjiang, c'est un mot colonial attribué par les colons, et qui veut dire en chinois nouvelle colonie, nouveau territoire. Ensuite, troisièmement, soi-disant les 3 attentats de 2013-2014, on n'a aucune preuve que ce sont des Ouïghours, même si c'était des Ouïghours. Qui peut dire que ce n'est pas arrangé par l'État chinois pour ensuite lancer justement cette machine génocidaire? Et puis, même si jamais c'était le cas, ça justifie absolument pas de tuer des millions de personnes, quoi. Absolument. Effectivement, bon, en plus, il y a le fait que déjà c'est, je crois, la plus grande région de Chine, et il y a un tiers des réserves de charbon, de pétrole et de gaz dedans, donc il y a évidemment un avantage économique, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est de découvrir à quel point, oui, effectivement, c'est bien plus qu'économique. Il y a une vraie volonté d'effacer l'ethnie ouïghour, votre histoire, votre culture. Il y a certains de vos cimetières qui sont détruits, des monuments culturels aussi. On vous interdit de parler votre propre langue. Donc, même si c'est pas un terme juridique, on parle de génocide culturel. Et oui, dans Arte, dans le documentaire, ils disent, effacer 10 à 20 millions d'individus, c'est un génocide, et c'est l'équivalent de la Belgique. C'est énorme.
Et le but, effectivement, c'est que la minorité, donc Han, efface les autres ethnies. Donc la minorité Han, c'est celle qui est principalement dans les grandes villes et celle du parti. Et par exemple, on a retrouvé un document officiel avec un objectif de stérilisation en 2019 de 15 000 femmes dans une certaine région, où ça représente, donc Ouïghour évidemment, où ça représentait un tiers des femmes en âge de procréer dans ce district. Donc il y a une vraie volonté politique de faire baisser la natalité, d'où les seringues dont on parlait tout à l'heure. Où tu l'as évoqué à un moment, effectivement, il y a aussi la politique de l'enfant unique qu'ils ont arrêté partout en Chine, si j'ai bien compris, parce que il y a pas assez de jeunes pour prendre la relève à cause de la pyramide des âges, sauf effectivement pour les Ouïghours, en région ouïghour, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter, du coup, si le but c'est d'éradiquer toutes les autres minorités, est-ce qu'on ne doit pas aussi s'inquiéter pour après les minorités tibétaines et mongoles, parce qu'en fait je crois qu'il y a 56 ethnies en Chine, et donc si le but c'est un peu comme dans le nazisme avec la race aryenne, qu'il y ait une seule ethnie qui domine parce que c'est leur vision que pour avoir une super nation puissante, il faut qu'elle soit unie et qu'il n'y ait pas cette diversité. Si ça continue, en tout cas, leur plan, a priori, c'est eux les prochains sur la liste, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est un projet politique dès le début. Pourquoi ça se passe maintenant, alors que c'est un projet de longue haleine? C'est parce que maintenant, depuis 2013 notamment, Xi Jinping a accès au pouvoir et que à partir de 1978, à partir de la mort de Mao Zedong, et c'est le petit timonier qui a pris le pouvoir, Deng Xiaoping. Et la politique de Deng Xiaoping a servi le pays pendant 40 ans pour rentrer dans le capitalisme. Et en fait, la politique de Xi Jinping à l'extérieur, c'est Yangguang Taohui. Ça veut dire en fait tout court profil bas, la politique de profil bas. Pendant 40 ans, ils ont exercé cette politique de profil bas. Ensuite, en 2013, Xi Jinping, quand il a accès au pouvoir, il a dit c'est fini Yangguang Taohui. La politique de profil bas, c'est fini, sauf pour les États-Unis. Et à partir de là, ils ont proposé aux États-Unis en fait le concept de 2G, c'est-à-dire de superpuissance, qui partagerait le monde. C'est pourquoi aussi, d'une part, en fait, la Chine, elle a confiance en soi sur la scène internationale, elle est suffisamment puissante pour lancer cette machine génocidaire. C'est la première puissance économique. Voilà, pour finir pour toujours avec cette question ouïghour, la rébellion ouïghour. Ensuite, aussi parce que en fait, elle a dans la poche le monde musulman. Comme on voit depuis 5 ans, c'est grâce au soutien, sinon le silence des pays musulmans, que la Chine avance et que n'arrête pas. Et contrairement, c'est le monde occidental qui réagit, même si c'est molle la réaction, mais réagit quand même. Alors qu'en plus les Ouïghours sont musulmans, quoi. En plus les Ouïghours sont musulmans et que l'islam est utilisé comme prétexte pour dire que, comme en fait vous avez vu dans le reportage aussi, dans le documentaire, l'islam est considéré comme un virus, les musulmans considérés comme des malades mentaux, et que les camps de concentration sont présentés comme des hôpitaux pour soigner ces malades mentaux de musulmans. Donc s'ils ont des alliés musulmans, c'est bien la preuve que c'est pas une question de religion, mais d'ethnie qui les dérange. Et c'est pourquoi, enfin, et en plus, comme en fait tu as souligné, et que la région ouïghour, elle est vraiment au cœur du grand projet, la route de la soie, qu'on appelle la nouvelle route de la soie, One Belt One Road, et tout passe par tout passe par le pays ouïghour. Donc c'est pourquoi en fait s'iniser rapidement et éradiquer la différence culturelle, éradiquer tout court en fait les Ouïghours est devenu une urgence et aussi une nécessité pour Xi Jinping. Maintenant, face à cela, le monde ne réagit pratiquement pas. Ça fait 5 ans que ça dure. On voit en fait comment ils ont anéanti la démocratie à Hong Kong, sans que personne n'intervienne. Donc, le monde n'a rien fait. Et donc, ça donne forcément la confiance encore plus aux dirigeants chinois de continuer, puisque personne ne réagit. Bien sûr qu'ils ont pourquoi changer ces bonnes voies. Et puis, après les Ouïghours, bien entendu, la cible, c'est les Tibétains, puisqu'en fait, on voit déjà la construction. Ils ont déjà commencé à construire des camps de concentration au Tibet aussi. Maintenant, on voit les traces. Tout à fait. On voit les traces. Et puis, ils ont déjà commencé aussi, en fait, à mettre les Tibétains aussi au travail esclavagiste. Ensuite, ce sera Hong Kong et Taïwan.
Et puis aussi, en fait, le reste de l'Asie centrale. Parce que désormais, jusqu'à présent, la région ouïghour, c'était un rempart, c'était une porte ou un mur qui sépare l'Asie centrale russophone de la Chine. Et puis, désormais, il n'y a plus cette porte-là, ce mur-là. Et la Chine, elle est déjà en Asie centrale. Ok. Effectivement, il y a toute une histoire de plusieurs siècles entre la région ouïghour et la Chine. Donc, on l'a évoqué en filigrane, mais donc pour résumer, la version très courte, hein, si j'ai bien compris, c'est qu'au départ, au départ, les Ouïghours vivaient dans la région. Les Chinois les ont colonisés. Au final, les Ouïghours ont réussi à obtenir leur indépendance en 44. Donc c'est le Turkestan oriental. Ça a duré juste quelques années jusqu'à ce que leur chef meure mystérieusement dans un accident d'avion alors qu'il avait rendez-vous avec le Parti communiste. Et en fait, depuis cette époque-là, il y a plein de tensions dans les deux sens, avec une très forte répression chinoise à chaque fois que les Ouïghours manifestent, qui aurait soi-disant conduit quelques Ouïghours, alors je mets des guillemets évidemment pour ceux qui nous écoutent en podcast, à se radicaliser et à commettre des attentats, mais on n'en a pas la preuve. Et surtout, ce qui a accentué et soi-disant justifié la répression sur tous les Ouïghours au nom de quelques terroristes. Et du coup, la haine entre les deux est encore plus énorme. Et ouais, ça fait vraiment froid dans le dos de se dire cette vision qu'il y a 56 ethnies en Chine, les Han qui sont la plus connues, donc surtout dans les grandes villes riches à l'est, mais qu'effectivement, il y a les Ouïghours sont extrêmement nombreux, les Mongols, les Tibétains et tout, et que de se dire que pour avoir un pays uni, il faut éradiquer tous les autres, quoi. Est-ce que c'est résumé à peu près correctement? Oui, en fait, oui, à peu près, tout à fait. Et aussi, en fait, cette vision unitaire de unifier tous ces territoires, parce qu'en fait, je rappelle pour certaines personnes qui croient que la Chine n'est pas un impérialisme et que c'est tout simplement la Chine communiste a hérité un territoire colonisé. Ce territoire qu'on appelle la Chine a vécu 22 dynasties. Et parmi les 22 dynasties, parmi les plus forts, notamment, sont pas chinoises, ces dynasties. Notamment, comme le monde entier connaît la dynastie mongole, qui était pas chinoise. Ensuite, la dernière dynastie, notamment aussi la dernière dynastie qui a régné plus de 300 ans, c'est la dynastie Qing, c'est-à-dire la dynastie manchoue, qui est une ethnie mongolisante et pas du tout chinois. Donc, dans lequel ça aussi, en fait, de vivre sous les autres et que ça aussi, ça a renforcé le nationalisme exacerbant des Chinois. Et que, enfin, d'ailleurs, les pourfendeurs de Parti communiste chinois, c'était des jeunes ultranationalistes. Et donc, toi, du coup, tu vis en France depuis 15-20 ans, si j'ai bien compris. Quand est-ce que tu t'es dit il faut que je parle, en fait, il faut que j'essaie de mobiliser la communauté internationale pour que ça se sache et qu'on arrête ces horreurs? Moi, j'étais venue en France à 20 ans pour vraiment dans le but de devenir journaliste. Mon but, c'était de venir en France apprendre au plus vite le français et de écrire des articles pour informer le public francophone de la situation coloniale des Ouïghours. C'est précisément pour cette raison que j'avais choisi la France et j'étais venue en France. Et sauf que en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu en tant qu'étudiante étrangère, qui apprendre le français et que faire face à la réalité administrative de la préfecture. Tout ça, en fait, ça a chamboulé aussi ma vie. Mais finalement, en fait, j'ai fait des études de communication et par la suite sociologie et je suis devenue finalement enseignante. Et donc pendant tout ce temps-là, étant donné que j'avais la nationalité chinoise, toute ma famille était là-bas et en France, on était une communauté étudiante, tous effrayés de parler de la politique. Donc en fait, j'avais choisi la voie de faire de la culture ouïghour, promouvoir la culture ouïghour, parce que étant donné que personne n'osait parler de la politique, donc j'avais choisi de faire la culture. Et donc j'ai créé une association étudiante avec laquelle, en fait, dans le milieu universitaire, nous avons fait beaucoup de colloques et de festivals de la culture ouïghour. Et par ce biais-là, on a essayé d'expliquer ce qui se passe.
Mais pour que cet héritage ouïghour disparaisse pas, parce que c'est exactement ça l'objectif de l'État chinois. Exactement. Ensuite, à partir de 2017 précisément, j'ai commencé à publier aussi des articles plus politiques pour dénoncer, mais toujours en fait, même si je le publie avec mon nom, mais j'avais toujours refusé jusqu'à 2019 de donner des interviews à visage découvert. Okay. C'est vraiment, en fait, que ce soit pour les chercheurs ouïghours ou pour les ou pour les activistes ou encore pour les témoins, c'est-à-dire pour les rescapés ou autres. En fait, témoigner et de parler à visage découvert, ça demande un processus extrêmement compliqué et psychologique. C'est une guerre psychologique dans la tête. J'ai lutté pendant des années. Est-ce que je vais le faire publiquement à visage découvert ou pas? Quelles sont les conséquences? Donc en fait, parce que t'as peur pour ta famille, j'imagine. Bien sûr, voilà, tout le monde. Et pour certaines personnes, c'est rapide ce processus. Pour d'autres, c'est extrêmement long. Moi, ça a été assez rapide, étant donné que j'avais déjà un historique, même si je faisais pas politiquement, ouais. Mais je faisais de l'activisme culturel. Donc, mais pour d'autres, rien qu'en France, en fait. J'en connais combien de Ouïghours en France, certains sont devenus même français, et que ils osent toujours pas, alors que leurs parents, leurs frères et sœurs, au moins leurs amis collègues sont dans les camps, et ils parleront pas. Mais je leur supplie de témoigner, non, ils ne feront pas, parce qu'ils ont trop peur, et que ça, en fait, c'est vraiment l'arme fatale de la Chine. Ce n'est pas leur puissance. Ce n'est pas leur puissance. C'est la peur. Et la famille prise en otage. C'est la seule arme de la Chine contre la population ouïghour dans la diaspora. Ce n'est pas la puissance économique ou je sais pas quoi. Et du coup, grâce à ta mobilisation toutes ces dernières années et avec d'autres personnes, notamment Raphaël Glucksmann, mais plein d'autres aussi, c'est grâce à votre travail que la France a reconnu du coup ces persécutions comme déjà une première étape, que c'était un crime contre l'humanité, et à mettre un peu la pression. Génocide. Ça a été en fait reconnu comme génocide, parce qu'il y a crime génocidaire et crime contre l'humanité. C'est passé en génocide. Ok. C'est ça. Le 20 janvier, le Parlement français, l'Assemblée nationale a voté presque unanimement pour reconnaître qu'il s'agit d'un génocide. Ok. Et crime contre l'humanité. Oui. Alors du coup, comment est-ce que les gens qui t'écoutent, on peut soutenir ton combat? Mon expérience depuis ces 3 dernières années, et c'est vraiment, en tant que simple citoyen, nous avons vraiment énorme pouvoir à exercer. Et donc, moi, je demanderais à chacune et chacun puisse exercer leur pouvoir. C'est-à-dire, en fait, il y a d'une part, nous avons mené énormément de campagnes. L'une des campagnes, c'était dernièrement pour pousser les députés à voter en faveur de la reconnaissance. Nous avons mené jusqu'à là, par exemple, depuis contre la participation diplomatique de la France au JO de Pékin. En fait, ce sont les citoyens qui doivent harceler, qui doivent écrire à la ministre du Sport, à Emmanuel Macron voire même leurs députés, etc. Et puis nous avons apporté aussi plusieurs victoires contre Huawei, que juste après la marque de téléphone. C'est ça. Et juste après ce documentaire sur Arte, il y avait un autre documentaire sur l'espionnage chinois, dans lequel en fait Huawei est pointé du doigt, et que de nombreux pays maintenant, démocratiques notamment, interdisent le marché à Huawei. Parce que, pour expliciter, juste, on a découvert que vous savez sûrement, mais que de nombreuses multinationales ont des sous-traitants qui a priori font travailler des gens dans ces Ouïghours. Pas que. Il y a la question, effectivement, nous avons mené une campagne contre les marques internationales. Il y en a 83 marques, et contre lesquelles on a mené Nike, Zara, Uniqlo, Muji, etc. Donc ça, c'est très important, et que ça continue. Donc il faut chacun et chacune peut faire simplement, c'est faire attention lorsqu'ils font des achats, et qu'ils soient pas fabriqués en Chine. 87% de coton
coton en Chine provient de la région ouïghour. Ok. Et en dehors de coton, toute fabrication made in China, très forte probablement fabriquée par des esclaves ouïghours, puisqu'en fait, les détenus et les non détenus des régions rurales de la région ouïghour, ils ont été amenés partout dans les dans les usines chinoises pour travailler. Donc ça ne concerne pas uniquement le coton. Et puis Huawei, pourquoi Huawei pointé du doigt encore plus, non seulement en fait pour le travail forcé, mais aussi Huawei est responsable également pour la surveillance de masse et surveillance à l'intérieur des camps. D'ailleurs, Huawei a développé un logiciel de reconnaissance non seulement faciale, raciale aussi. D'accord. Donc c'est pourquoi en fait utiliser Huawei, c'est de investir directement dans le génocide et notamment en fait dans ce processus racial et raciste. Donc il faut bien comprendre que même si individuellement on peut se sentir assez impuissant face à ces histoires géopolitiques énormes, en fait ces multinationales comme le parti chinois, ils sont extrêmement sensibles à leur image internationale, et donc si on arrive à collectivement se mobiliser, par exemple à faire bouger nos députés ou notre gouvernement, en fait, eux, ils jouissent de l'impunité actuelle et du fait que tout le monde, plus ou moins, s'en fiche et les laisse faire. Alors que dès que, là, ça leur a clairement pas plu, typiquement, que ça passe que ce soit reconnu comme génocide par l'État français, et ça marque déjà le début d'un rapport de force qui s'inverse. Absolument. Et puis aussi, en fait, les citoyens, toutes les victoires qu'on a apportées depuis 3 ans, en France, c'est grâce aux citoyens, en fait. Grâce à la jeunesse. Énormément de jeunes, ils se sont impliqués, ils nous ont suivis et ils ont lutté contre cela. Et donc, que ce soit en fait notre lutte contre les marques, nous avons en avril dernier, nous avons porté plainte contre 12 marques internationales, et que en juillet 2021, et que le parquet de Paris a retenu notre plainte et a ouvert une enquête contre ces marques, Uniqlo, Zara, etc., Nike, etc. Ensuite, et il y a aussi en fait, nous avons remporté 3 victoires contre Huawei, et aussi vous savez en fait Antoine Griezmann qui a rompu son contrat. Précisément ainsi également. Qui était ambassadeur de... C'est ça. Et puis désormais en fait le Parlement, l'Assemblée nationale a reconnu le génocide. Cependant la France, le gouvernement ne fait rien. Donc désormais nous avons encore besoin de vous, de chacune et chacun, de votre force, que pour forcer le gouvernement à prendre des mesures, à stopper le génocide, parce que le Parlement reconnaît il se passe un génocide, mais le gouvernement ne fait rien. Alors, il faut faire quelque chose, et que nous exigeons également là, actuellement, à chacun et chacune des candidats et candidates de se positionner, de dire qu'est-ce qu'elles vont faire lorsqu'en fait, ils accèdent au pouvoir. Donc, concrètement, si on veut soutenir ces campagnes, où est-ce qu'on va ? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, voire même Facebook. Tu penses à quel compte ? À ton compte à toi, Divine Ryan ? Voilà, mon compte. Okay. Il y a mon compte, il y a le compte notamment aussi de Institut Ouïghour d'Europe. Okay. Institut Ouïghour d'Europe, il y a Ouïghour News aussi. Et puis Raphaël aussi, il y a Raphaël Glucksmann aussi. Il y a également Yannick Jadot, d'autres Christian Taubira qui ont pris la position également. Voilà. Okay. Et nous aurons vraiment besoin de vous dans nos luttes, parce que vous êtes en réalité en fait les citoyennes et citoyens, et la jeunesse, c'est notre seule force. On n'a pas d'autre force. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est quoi les motifs d'espoir que la situation s'améliore ? De toute manière, on ne peut pas sans espoir. Sinon, on va se suicider collectivement. On va pas d'espoir. Et puis, on a quand même, en fait, on a vu un peu de lumière dans notre combat depuis 3 ans. Rien que, en fait, cette reconnaissance de génocide, même si pour l'instant, il n'y a pas d'action concrète de la part du gouvernement, mais nous avons réussi à à le faire reconnaître. Parce que la reconnaissance, c'était extrêmement important pour nous, psychologiquement également.
Et puis, maintenant qu'en fait ils le reconnaissent, maintenant on doit pousser le gouvernement à réagir, à stopper, à essayer de stopper ce génocide. Et il y a des manières de faire, notamment économiquement. Donc, le soutien, c'est vraiment le soutien de la jeunesse, le soutien des citoyens, c'est ça qui me donne l'espoir. Ce n'est pas les politiques, ce sont les citoyens. Et d'ailleurs, en fait, ce sont grâce à la jeunesse et grâce aux citoyens qui nous ont soutenus que nous avons obtenu ces résultats. Absolument pas parce que, en fait, nous sommes soutenus par des politiques. Merci beaucoup, Odile Nur, pour ton courage et tout ce que tu fais. Partager ce podcast à un ami, les gens doivent savoir les horreurs qui se passent en Chine pour arrêter et suivez les comptes que Odile Nur a mentionnés pour les aider dans leur combat. Ciao tout le monde!